Alors, si vous permettez, on va débuter tout de suite. Alors, bienvenue à cette visioconférence organisée pour souligner ensemble la Journée nationale de la philanthropie 2020. Bienvenue à chacun de vous, représentants d'organismes bénévoles, donateurs, créateurs de fonds philanthropiques et représentants de chacun des secteurs d'activité de notre communauté. À vous tous qui faites la différence pour chacun d'entre nous et particulièrement à cette période pandémique, bienvenue. Alors, BNP Performance Philanthropique et la Fondation Québec Philanthrope sont fiers de s'associer pour la tenue de cette activité sur le thème de la résilience collective dans toute la chaîne philanthropique. Ils joignent leur voix pour témoigner des impacts de la pandémie dans ce secteur, d'une part, mais également pour projeter notre regard collectif vers de meilleurs lendemains. En effet, BNP Performance Philanthropique jettera un éclairage sur les intentions des donateurs pour soutenir ce redressement en présentant les résultats de l'enquête Projet Résilience 2020. Cette enquête a été menée auprès de quelques 77 donateurs investis dans l'écosystème philanthropique québécois, soit des représentants de grandes entreprises, de PME et de fondations privées. Par la suite, la Fondation Québec Philanthrope présentera les impacts de la pandémie sur les organismes et les populations à partir de données extraites des initiatives de soutien déployées depuis le printemps 2019. En outre, elle lance aujourd'hui une enquête pour évaluer les besoins à moyen et long terme dans les secteurs caritatifs et à but non lucratif. Pour partager les informations sur les impacts de la pandémie dans toute la chaîne philanthropique, ainsi que pour faire le point sur les changements présents et futurs en lien avec la pandémie, il nous fait plaisir de vous présenter nos invités. Et là, vous me permettrez, parce que certains et certaines d'entre vous ne les connaissent pas très bien, de quand même vous faire une présentation détaillée de chacun de ces intervenants. Pour celles et ceux qui nous connaissent et qui les connaissent, vous me permettrez aussi de les prénommer plutôt que de les appeler monsieur, madame, puisque ce sont des gens que je côtoie à tous les jours dans le contexte de mon travail. Alors, Sarah Lyons, vice-présidente Montréal, Fondation communautaire du Canada. Sarah évolue au sein du mouvement des fondations communautaires depuis presque 15 ans à l'échelle locale et aux fondations communautaires du Canada. Elle s'occupait auparavant des questions politiques et urbaines. Au cours de ces années, avec les fondations communautaires, Sarah a catalysé nombre de nos efforts pour optimiser les retombées de l'action des fondations communautaires par l'entremise de programmes comme Signes Vitaux et les fondations communautaires et l'environnement. Sarah donne souvent des conférences publiques au sujet de l'investissement social et l'équité de la philanthropie, dans la philanthropie, pardon. Sarah était membre du conseil fondateur de The Circle in Philanthropy and Aboriginal Peoples in Canada et a siégé au conseil du Centre de santé communautaire du centre-ville d'Ottawa. Elle est actuellement membre du conseil de Execo, un organisme d'inclusion sociale basé à Montréal. Bonjour, Sarah. Bonjour. Madame Louise Grégoire, présidente du comité Signes Vitaux, Fondation Québec Philanthrope. Et là, vous comprendrez que je suis l'ordre des photos qui vous sont présentées. Louise siège au conseil d'administration de la Fondation Québec Philanthrope depuis 4 ans et elle occupe depuis mai 2020 le poste de vice-présidente. Elle y cumule également les fonctions de présidente du comité des signes vitaux, en plus de siéger sur le comité de gouvernance et RH. Sur le plan professionnel, Louise a été reçue avocate en 1981. Elle a œuvré au sein du mouvement Desjardins pendant toute sa carrière, d'abord comme avocate en droit du travail. Après quelques années, elle délaisse le droit et se voit confier des mandats importants à titre de chef de projet. Elle devient par la suite gestionnaire en ressources humaines et y terminera son parcours chez Desjardins.
Personne engagée et inspirée par le geste du don, elle a allié sa profession à de nombreuses activités de bénévolat, dont notamment Centraide et Make-A-Wish, afin de contribuer au mieux-être des plus défavorisés. Redonner à la société est son leitmotiv. Bonjour Louise. Bonjour. Marc-André Morancy, conseiller aide financière et lien avec la communauté à la Fondation Québec Philanthrope. Marc-André est responsable des projets phares de la Fondation, notamment pour ce qui concerne les initiatives stratégiques, les programmes développés avec toutes les parties prenantes du milieu. Il a piloté l'entièreté du processus menant au premier portrait exploratoire lié aux sémivitaux. Il est responsable des programmes reliés à l'attribution de l'aide financière, dont le défi communautaire Objectif Avenir RBC, le programme YPI, le programme de préparation à l'investissement. En période de pandémie, il a mené à terme tout le processus pour l'attribution de l'aide financière liée au Fonds d'urgence COVID-19 de la Fondation Québec Philanthrope et le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire phase 1. Présentement, il mène à bien tous les travaux reliés à la phase 2 du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire ainsi que ceux du Fonds pour l'égalité des genres. Bonjour et bienvenue Marc-André. Bonjour, merci. Karen Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation Québec Philanthrope. Ayant passé toute sa carrière au financement ou à la direction générale d'organismes à but non lucratif, Karen porte la philanthropie et le désir d'entraide à l'égard de sa communauté au cœur de ses préoccupations, et ce, depuis plus de 25 ans. Présidente directrice générale de la Fondation Québec Philanthrope depuis 2016, elle est membre du conseil d'administration national des fondations communautaires du Canada et de Imagine Canada. Conférencière invitée à titre de référence par de nombreuses instances en philanthropie, Karen possède une vaste expérience dans le domaine de la philanthropie de par ses fonctions antérieures, à titre de directrice générale de la Fondation du Cégep Garneau, chef de service du financement et du développement pour l'Orchestre symphonique de Québec, directrice du financement des événements spéciaux et du développement des marchés pour l'Orchestre de réputation internationale Les Violons du Roi, directrice générale d'Espace Bon Pasteur, directrice du financement privé et du développement des marchés nationaux pour le musée du Bas-Saint-Laurent et plusieurs autres. Bonjour Karen. Bonjour tout le monde. Chez BNP Performance Philanthropique maintenant. Alors, vous me permettrez de saluer mes collègues Daniel et Christian. Alors, Daniel Lantaigne est un professionnel de la philanthropie depuis de nombreuses années et a notamment exercé des mandats de direction générale, de développement, de gestion de ressources humaines et de communication avant de se joindre au cabinet de services conseil BNP. Précédemment à sa carrière en philanthropie, il a notamment œuvré à la Banque nationale, où il a déployé des stratégies de mobilisation et de reconnaissance des employés, en plus de définir la stratégie d'implication communautaire d'un bout à l'autre du pays. Il est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et a la désignation CFRE. Il a de plus été identifié comme jeune leader par le gouvernement du Québec et a été retenu pour participer au programme de certification du Collège des administrateurs de sociétés menant à la désignation d'administrateur de sociétés certifié prévu en 2020. Dans les dernières années, M. Lantaigne, Daniel, a reçu plusieurs distinctions civiles, dont la médaille du lieutenant-gouverneur pour le mérite exceptionnel, en reconnaissance de ses actions bénévoles et philanthropiques hors du commun. Activement impliqué au sein de l'AFP, il agit présentement à titre de président désigné. Bonjour Daniel. Bonjour Esther, bonjour tout le monde. Alors le dernier, mais non le moindre, Christian Bolduc, président directeur général de BNP Performance Philanthropique. Directeur de la collecte de fonds CFRE, Christian est aussi un entrepreneur athlète de l'école d'entrepreneurship de Beauce et il a suivi des formations de perfectionnement à la Fundraising School de l'Université d'Indiana.
Avocat de formation et membre du barreau du Québec, il fait ses débuts dans la collecte de fonds à Montréal en 1995, puis devient cofondateur du cabinet Jean-Robert Mollet et Associés en 1999, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de BNP Performance Philanthropique, qui souffle cette année 21 chandelles. Soucieux de développer l'excellence des pratiques et une saine gouvernance chez les organismes œuvrant en philanthropie, Christian a fait partie du comité de normalisation sur la gouvernance et les bonnes pratiques de gestion mises en place en 2011 par le Bureau de normalisation du Québec. Il a été également administrateur de l'Association des professionnels en gestion philanthropique. Il fait partie du jury du concours Personnalité premier cycle universitaire Force Avenir. Depuis 2019, il siège au conseil d'administration de l'organisme Innovation Scola, qui promeut l'éducation à l'ère du numérique en outillant et en formant les enseignantes et les enseignants d'élèves de 3 à 17 ans à l'utilisation des technologies d'information et de la communication. Salutations, Christian. Merci Esther et salutations également à mes collègues de la Fondation Québec Philanthrope et des fondations communautaires du Canada. Alors, pour débuter, permettez-moi de vous présenter brièvement le cabinet conseil BNP Performance Philanthropique, auquel j'appartiens depuis maintenant plus de 5 ans, à titre de vice-présidente Québec et Est du Québec. Aider à donner vie à votre mission, à relever vos défis et à réaliser vos projets en développement des stratégies en collecte de fonds performantes qui génèrent de vrais résultats. Voilà notre mission. Nous sommes évidemment le plus important cabinet conseil au Québec, actif partout au Canada, principalement au Québec et en Ontario. Notre siège social se situe à Montréal, mais il est quand même important de savoir que depuis peu, nous sommes en Ontario, mais aussi dans l'Ouest canadien avec BNP Goldie Canada. Alors, bienvenue à cet événement BNP Performance Philanthropique et Fondation Québec Philanthrope. Christian et Daniel, je vous céderai donc la parole dès maintenant. À vous, messieurs. Bien, merci Esther. Donc, ça nous fait plaisir évidemment de vous revenir avec les résultats d'une enquête qu'on a menée chez BNP en 2 temps. Parce que, évidemment, on souhaitait connaître la réalité du secteur philanthropique et surtout chez nos donateurs, parce qu'on savait très bien que les fondations communautaires et notamment la Fondation Québec Philanthrope voyaient très bien sur le terrain les impacts et à limiter les impacts justement auprès de nos organisations de la crise de la COVID que nous avons vécu depuis le mois de mars dernier. Mais nous, de notre côté, chez BNP, on souhaitait quand même valider l'impact que ça pouvait avoir au niveau des donateurs. Alors, on a souhaité consulter un groupe restreint de donateurs importants qui représentent des fondations privées, représentent évidemment des communautés religieuses, représentent des PME, mais également des grandes entreprises pour être en mesure de pouvoir constater quel était l'impact finalement sur leur contribution philanthropique et sur leur contribution bénévole également qui pouvait résulter de la pandémie que nous vivons évidemment depuis le mois de mars dernier. Alors, c'est quand même 77 répondants au total qui ont accepté de nous répondre à nos 2 enquêtes que nous avons menées, une au printemps dernier, donc en mai et juin dernier, de même qu'en septembre dernier et octobre pour l'automne, de façon à voir s'il y avait une progression, s'il y avait des modifications, s'il y avait une évolution finalement dans la situation des donateurs. Et à ce moment-là, donc, ça nous a donné quand même des résultats intéressants qu'on est heureux justement de vous partager aujourd'hui. Donc, ce qu'on a pu voir, évidemment, au printemps dernier, comme vous le savez, la pandémie nous a vraiment frappé à partir de la mi-mars dernier. Alors, on a eu quand même un impact important qui s'est traduit évidemment dans les statistiques économiques
que nous avons pu voir à différents niveaux où donc il y a eu un impact très considérable au niveau des activités économiques entre le 15 mars et le 30 avril dernier, avec une chute importante de l'activité économique, le confinement généralisé à travers évidemment le Québec, mais le Canada également. Alors, ce que les donateurs nous ont indiqué, c'est que 44% d'entre eux avaient totalement arrêté leurs activités. Alors, ce qui est quand même pas négligeable. 44% ont partiellement continué leur activité et pour plusieurs, évidemment, c'était soit à distance ou autrement, mais donc il y avait quand même un impact important également. Et 11% donc ont diminué éventuellement le nombre d'heures des employés, ont partagé leur travail entre présentiel et télétravail. Donc, mais on peut voir que finalement tous les donateurs ont été touchés d'une façon ou d'une autre par la crise du printemps dernier avec évidemment la COVID et tout ce que ça a impliqué comme impact finalement sur les activités de nos donateurs. Ce qu'on voit cependant, c'est une évolution. Donc, au niveau des activités bénévoles maintenant, ce qu'on voit au printemps dernier, c'était quand même un impact majeur et important donc majeur pour 26% d'entre eux, important pour 24% et minime à 20%. Aucun impact à 6% et autre impact, alors avec des impacts variables évidemment à 22%. Alors qu'à l'automne, donc, ce qu'on voyait, c'est que l'impact majeur était rendu à 0%. Donc, on voyait quand même une amélioration donc de ce côté-là pour les activités bénévoles. Donc, on voyait une reprise graduelle, si qu'on peut constater, de l'activité bénévole. Donc, mais il en demeure pas moins que ça demeurait un impact important pour 46% chez les donateurs. Un impact minime pour 7,6% des donateurs, donc ce qui est quand même en diminution substantielle du 20% qui était observé au printemps dernier. Et aucun impact à 31%, donc ça, on voit quand même que c'est une amélioration très substantielle, alors que c'était aucun impact à 6%. Donc, on voit qu'il y a quand même le tiers des donateurs qui ont repris complètement, finalement, leurs activités bénévoles dans leur équipe à l'automne. Alors ça, c'est quand même un signe finalement d'amélioration notable chez nos donateurs par rapport à leur activité bénévole. Alors, on espère évidemment que cette récupération-là qui s'est faite graduellement ces derniers mois va se poursuivre graduellement et va se compléter évidemment avec, on l'espère, la découverte de vaccins qui devrait survenir donc d'une semaine ou d'un mois à l'autre et suivi éventuellement de la distribution d'un vaccin. Mais évidemment, d'ici là, il y aura quand même une reprise graduelle qu'on estime de l'activité bénévole. Au niveau, évidemment, des contributions philanthropiques, bien évidemment, là-dessus aussi, il y a eu quand même un impact quand même substantiel. Et au printemps dernier, donc, ce qu'on observait, c'était que donc il y avait quand même un impact, bon, pour certains, il y en avait 28% qui disaient quand même qu'ils n'avaient aucun impact et qu'ils maintenaient et poursuivaient leur contribution. Mais évidemment, il y avait un impact négatif. 29% d'entre eux avaient diminué leur contribution. Il y a quand même 16%, donc tout près de 16% d'entre eux qui avaient suspendu complètement leur contribution. Certains d'entre eux, notamment beaucoup de fondations privées, avaient décidé d'augmenter leur contribution, donc à 16% également. Et autres, donc, certains avaient décidé, donc, évidemment, de modifier leur type de contribution. Et notamment, plusieurs avaient décidé, compte tenu qu'ils ne pouvaient moins participer à certains événements ou étant donné que plusieurs événements ont été annulés et d'autres ont été transformés en événements virtuels. Bien, il y a des donateurs qui ont décidé carrément de transformer finalement leur contribution événementielle en dons et en contribution donc directe à l'organisation. Donc, ça, c'est ce qui est exprimé beaucoup par les répondants autres de l'étude, autant au printemps qu'à l'automne dernier. À l'automne, donc, ce qu'on voit, c'est donc aucun impact. Donc, c'est passé de 29% à 41%. Donc, une belle croissance, on voit que le secteur, et c'est un peu à la lumière aussi des données économiques qui démontrent qu'il y a une belle récupération qui s'est effectuée depuis le mois de mai dernier.
sur le plan économique. Donc, on voit que ça se répercute aussi sur les contributions philanthropiques, alors qu'aucun impact pour 41% des donateurs. Toujours un impact négatif, donc 19% d'entre eux mentionnaient toujours une diminution de leur contribution, alors que c'était quand même 29% au printemps. Donc, on voit une amélioration de ce côté-là aussi. Nous avons suspendu nos contributions, donc totalement, on était à 16% au printemps, on est à 0 à l'automne. Donc, on voit que finalement, il y a eu une récupération aussi de ce côté-là pour ceux et celles qui avaient décidé de cesser complètement leur contribution. Ceux qui avaient décidé d'augmenter leur contribution, bien, c'est passé quand même de 16 à 9%. Donc, on voit que certains ont fait un effort au printemps, mais c'est en diminution, évidemment, à l'automne. Donc, ils reprennent un peu leur position d'antan pour certains d'entre eux. Et autres, évidemment, 31%, donc c'est beaucoup ceux et celles qui ont décidé de modifier leur type de contribution, donc événementielle, à des contributions davantage philanthropiques. Alors, c'est beaucoup répercuté dans cette statistique autre à 31%, donc qui est une augmentation assez importante. Alors, donc, on voit que il y a eu un impact important, évidemment, au printemps, mais qu'à l'automne, je pense qu'il y a de l'espoir qui est manifesté finalement par nos donateurs dans les statistiques qui sont présentées aujourd'hui. Alors, la proportion de diminution des contributions, parce que donc, lorsque ceux et celles qui nous mentionnaient qui avaient diminué leur contribution, on leur posait aussi la question, quelle est la proportion de diminution de vos contributions? Alors, ceux et celles qui avaient diminué au printemps, donc, c'était quand même des diminutions assez substantielles. Donc, pour 7% d'entre eux, c'était 100%. Pour 17% d'entre eux, c'était entre 75 et 100% finalement de diminution. Pour 13 ou près de 14%, c'était entre 50 et 75%. Il y avait quand même donc 21% pour lesquels c'était entre 25 et 49%. Et moins de 25%, donc c'était 41,38%. Alors qu'on voit là, finalement que la proportion de diminution des contributions est sensiblement diminuée à l'automne. Donc, oui, il demeure que, évidemment, ceux qui ont diminué des contributions, mais beaucoup moins de façon substantielle qu'avant, qu'au printemps dernier. Alors, de 100%, c'était 0. De 75 à 100%, c'était 11%. De 50 à 74%, encore là, c'était 11%. De 25 à 49%, c'était le tiers. Et de moins de 25%, on était rendu à 44%. Donc, vous voyez que si on regarde là à 50% et plus, on était à 22% de diminution à l'automne, alors qu'au printemps dernier, c'est tout près de 37-38% des donateurs finalement qui avaient diminué de plus de 50% leur contribution. Donc, on voit quand même une belle embellie, une belle amélioration, bien que évidemment on n'est pas revenu encore au niveau de l'avant-pandémie. Donc, et qu'on espère rattraper dans les prochains mois. Donc, Daniel, je vais te laisser la parole pour la suite des événements. Excellent, merci Christian. Alors, comme les données, Christian vient de présenter, étaient vraiment basées sur les faits et sur les moments où, justement, au moment même où on posait les questions, on s'en va plutôt vers des diapositives où ce qu'on vous leur demandait, c'est qu'est-ce que vous prévoyez faire dans les prochains mois. Donc, on se repose et on revient au printemps finalement. On leur dit, est-ce que vous allez revoir vos implications bénévoles et vos contributions dans les prochains mois? La réponse était quand même à 70% oui, là, si on inclut certainement et probablement. Question de demeurer aligné, agile, évidemment de réagir par rapport au marché et aux besoins des organisations. Si on se projette maintenant à l'automne, lorsqu'on repose cette question-là, il y a même une augmentation dans ceux qui pensent revoir ces implications-là. On monte à 80%. Qu'est-ce que ça nous dit, ces données-là? Évidemment, ça nous dit que le secteur du prêt auprès des donateurs, peu importe le type d'organisation, que ce soit des individus ou des entreprises ou des fondations, c'est qu'il demeure extrêmement aligné par rapport aux réalités du terrain. L'implication bénévole reste toujours un enjeu, c'est-à-dire que le bassin le plus élevé des bénévoles disponibles est également le plus vulnérable par rapport à la COVID-19. Ça amène à naviguer à travers tout ça, mais force est d'admettre que les gens restent extrêmement agiles et s'adaptent par rapport à la situation et on voit une croissance d'ailleurs par rapport aux prédictions de l'automne 2020.
Si on poursuit, alors quels seront les changements anticipés pour les contributions? Lorsqu'on se replace au printemps, bonne nouvelle, il y avait quand même une augmentation de 12,5 parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de fonds d'urgence qui ont été mis en place. Alors, c'était la réalité au printemps. Si on pose la question à l'automne, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas une stagnation, donc on n'est pas à 0% d'augmentation des contributions. Donc, même à l'automne, malgré une précédente augmentation, il y a encore des possibilités par rapport à injecter de nouvelles sommes additionnelles par rapport à ce qui était budgété, donc à 8,33 bonne nouvelle concernant la diminution des contributions. Si on se replace au printemps, on parlait d'une diminution quand même de près de 30 ce qui pouvait évidemment s'expliquer par tout ce qui se passe dans l'économie est probablement beaucoup en lien avec l'incertitude économique. Et là, maintenant, cette diminution-là, elle est très faible, elle est limitée à 4 donc c'est une très, très belle nouvelle. Si on prend les autres données, finalement, la modification des contributions, la modification des politiques de responsabilité sociale, ça a évidemment bougé. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit des créneaux qui vont devenir favorisés et on voit des projets soutenus en lien avec la nécessité et l'urgence de soutenir certains projets. Donc, il y a quand même un certain réalignement de ce côté-là également. Et ça fait bouger un peu les chiffres par rapport aux changements anticipés sur les contributions. Finalement, on pose également 2 questions dans ce sondage-là et c'est intéressant de voir surtout l'écart pour le deuxième élément. On va se concentrer sur le premier. Alors, on posait la question, est-ce que vous êtes favorable à la mise en place par les différents gouvernements d'un programme temporaire de bonification du crédit d'impôt pour dons de bienfaisance? Donc, derrière cette question-là, évidemment, c'est de dire, est-ce que vous voyez là un effet de levier pour augmenter de la part des personnes qui sont encore en mesure de le faire, leurs dons à des organismes? On avait 79% qui étaient favorables et là, vraiment, on est dans un consensus, on est dans une unanimité maintenant à l'automne. Donc, tout le monde est favorable à la mise en place d'un tel programme pour augmenter, évidemment, l'implication en termes de dons et ultimement l'impact que les organisations vont pouvoir vivre considérant la vulnérabilité de leur cause. Deuxième élément, un peu plus particulier comme réponse, mais on va s'y attarder. Au printemps, on demandait est-ce que vous êtes favorable à la mise en place par les gouvernements d'un programme d'appariement des dons de bienfaisance. Donc, l'appariement se fait par le gouvernement à ce moment-là et 83% étaient en faveur. Aujourd'hui, on est à 61% contre la mise en place d'un tel programme. Très intéressant de voir l'évolution de tout ça. Évidemment, il faut comprendre que tout un chacun prend également conscience qu'il y a une limite par rapport à l'enveloppe gouvernementale en termes de sommes qui peuvent être injectées pour soutenir l'ensemble des organisations. Donc, d'encourager le don, clairement, tout le monde est pour. Par contre, d'injecter davantage des sommes du gouvernement, il y a quand même un certain frein par rapport à tout ça, du moins en termes de niveau de confort. Alors, c'est intéressant de voir l'évolution de tout ça. Par contre, il y a encore 59% des gens qui sont en faveur de la mise en place d'un tel type de programme. Ce qui nous amène à retenir certains éléments par rapport à cette étude-là. Les entreprises dont les revenus ont été affectés négativement par la crise prévoient modifier évidemment leurs contributions en 2021 en fonction des résultats de l'année écoulée. C'est évident. L'économie de 2020 va teinter l'implication et l'impact qu'auront les entreprises de ce côté-là. Heureusement, il y a de l'espoir en termes économiques. Puis il y a aussi certains secteurs qui ont été moins touchés que d'autres et même tout à fait, là, je vous dirais, épargnés en ce sens-là. Donc, il y a beaucoup d'opportunités tout de même en termes de soutien des dons, mais il faut être conscient que certains secteurs ont été touchés de ce côté-là et que ça aura un impact. Deuxième élément, les fondations privées poursuivent et dans certains cas augmentent leur appui financier aux OBNL. Effectivement, j'ai parlé tantôt des fonds d'urgence, on en a vu passer. Il y a des enveloppes particulières qui sont liées à des projets très, très propres à la situation de la COVID-19, considérant la vulnérabilité de plusieurs organisations. Donc, ça fait en sorte qu'il y a eu des sommes qui ont été dégagées et débloquées en lien avec la situation et ça risque de se poursuivre dans les prochains mois. Et finalement, l'évolution des contributions. 29% des répondants ont maintenu leur contribution au printemps 2020 versus 40% à l'automne 2020. Donc, il y a une certaine reprise par rapport au maintien des contributions. Ils ont été évidemment décalés dans le temps, tout dépendamment de l'étape et du parcours de vie où en étaient les donateurs. Là, ceux qui attendaient après leur retraite dans les prochains mois, évidemment, ont fait preuve de prudence par rapport à leur situation économique et d'autres
dans lesquels il y a une horizon de long terme, où évidemment, il n'y a pas eu d'impact sur leur emploi, leur niveau de vie, bien évidemment, ils ont contribué, ils ont continué à donner. Ce qui ressort de ça, c'est que ceux qui sont capables de le faire continuent de le faire. Certains font même un effort supplémentaire par rapport à la situation, mais évidemment, il faut être conscient que tous n'ont pas cette chance-là de soutenir à la hauteur de leurs moyens. Alors voilà. Merci, messieurs. Alors, c'est ce qui nous amène maintenant à céder la parole à Madame Karen Bouchard. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Daniel, Christian. C'est absolument passionnant de vous entendre et je suis certaine que nos présentations vont donner place à des échanges très passionnés à la fin de cette rencontre parce que ce portrait des donateurs, évidemment, sera complété aujourd'hui par un portrait des organismes, comment les organismes réagissent depuis le début de la pandémie. Et je pense que le tout est vraiment dans l'objectif d'encore mieux aider plus que jamais nos communautés, hein, pouvoir répondre aux besoins de nos communautés. Alors, évidemment, il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter très, très succinctement la Fondation Québec Philanthrope. Mais avant de le faire, j'aimerais mettre en contexte que nous sommes une fondation communautaire. La Fondation Québec Philanthrope a été la première de 10 fondations communautaires au Québec. Bien qu'il y en ait 10, il y en a 2 beaucoup plus grosses, la Fondation du Grand Montréal et la Fondation Québec Philanthrope. On fait partie également du réseau des fondations communautaires du Canada. Alors, il y en a maintenant près de 200. Sarah, dans quelques instants, va vous présenter cet extraordinaire réseau. On fait partie des 14 grosses fondations communautaires au Canada et au monde, il y en a plus de 1900. Donc, avant même de vous parler de la Fondation Québec Philanthrope, j'aimerais inviter Sarah, notre collègue très engagée, à vous présenter le réseau des fondations communautaires du Canada et vous parler de certaines initiatives qu'a pris ce réseau au cours des derniers mois. Merci beaucoup, Karen. Bonjour, je me présente, je suis Sarah Lyons avec Fondation communautaire du Canada. Je suis basée à Montréal. Comme Karen avait dit, nous sommes le réseau des presque 200 fondations communautaires à travers le Canada. On parle de 191, dont 10 au Québec et plusieurs dans toutes les provinces du Canada. En particulier, on voit beaucoup dans la Colombie-Britannique, Ontario et le Manitoba. Nous sommes ensemble une force avec un 6 milliards de dollars sous gestion et une implication très forte dans plusieurs domaines. Et également, comme Karen avait signalé, nous sommes en lien avec presque 2000 fondations communautaires à travers le pays, le monde. Et nous sommes actuellement en lien et en conversation active avec les fondations communautaires dans plusieurs pays. Je pense en particulier aux États-Unis, à la France, Angleterre, l'Australie, l'Italie et autres. Donc, je vais vous parler aujourd'hui. On peut peut-être passer à la prochaine diapositive. Donc, nous sommes là pour les fondations communautaires, le bien-être, bien sûr, de la communauté. Il s'agit d'accompagner, encourager les donateurs de créer des fonds de dotation et bien sûr faire une gestion de dons dans la communauté. Il s'agit aussi d'un certain leadership et on voit ça bien sûr aujourd'hui pour le secteur des OBNL et pour bien comprendre les enjeux, les besoins de la communauté. Donc, je pense à plusieurs histoires des fondations communautaires dans des moments difficiles dans la communauté. Je pense en particulier de la réponse qu'a eu, le leadership qu'a eu Québec Philanthrope dans le moment difficile du meurtre dans la mosquée à Québec il y a quelques années et je vous félicite pour votre leadership au sein de la communauté en ce moment.
Donc, la mission globale pour mon organisation, Fondation Communautaire du Canada, c'est d'assurer un avenir juste et durable où tout le monde a sa place. Donc, nous sommes, on y pense bien sûr à l'environnement, on y pense à le long terme et on mise vraiment sur l'inclusion sociale des communautés fortes, résilientes, où tout le monde a sa place. Je vais peut-être passer à la prochaine. Donc, je vais vous présenter très brièvement un programme qui a eu lieu au printemps et également à l'automne. Il s'agit du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire. Il s'agit d'un partenariat avec le gouvernement fédéral, donc le gouvernement du Canada, où le gouvernement fédéral a débloqué une somme d'argent pour travailler avec 3 partenaires, les fondations communautaires, bien sûr, les Centraides United Way et la Croix-Rouge. Et le besoin, ce qui a été visé avec cet argent-là, c'est d'aider les organismes dans la communauté à donner des services urgents à la population et surtout aux gens dans une situation de vulnérabilité. Donc, je veux juste très vite distinguer entre, parce que c'est bien sûr le sujet d'aujourd'hui, des sommes qui sont directement pour appuyer les organismes, leur permanence, leur budget, et des sommes qui sont pour plutôt aider à donner un service direct dans un moment d'urgence dans la communauté. Donc, la Fonds d'urgence pour l'appui communautaire, il s'agit du deuxième catégorie. C'était de l'argent qui passait bien sûr à travers les organismes, mais pour aider dans la communauté. Mais c'est sûr qu'en faisant ce travail-là, les organismes arrivent bien sûr à se bonifier un peu, à avoir un peu de ressources et d'élan. Donc, la somme totale qui a été octroyée, c'est 3,050 millions de dollars. Les fondations communautaires au Canada au complet ont travaillé avec 75 millions et le Québec a eu une portion qui revenait à juste un peu plus que 14 millions de dollars, dont la Fondation Québec Philanthrope a travaillé dans la région du Capitale-National, Chaudière-Appalaches et la moitié du Bas-Saint-Laurent. Il y a eu un partage de la tâche avec la Fondation en Gaspésie de 3,3 millions de dollars. Et je vais vous raconter un peu quels étaient les secteurs prioritaires, parce que ça s'ajoute un peu à l'histoire qu'on essaie de créer aujourd'hui. Donc, au Québec, il y a eu autour de 500 subventions qui ont été octroyées et la demande était à peu près 2 fois ce qui était disponible. Donc, on peut imaginer que pour chaque dollar qu'il y a eu, il y a eu 2 dollars de demande. Pour chaque demande qu'il y a eu, il y a eu une qui malheureusement a été refusée. Donc, le taux de succès était autour de 500 dollars. La première session où les applications ont été accueillies, c'était au printemps, tard au printemps, et la deuxième vient tout juste de finir le 30 octobre. Les décisions ne sont pas déjà prises pour cet argent-là. Mais ce qu'on peut voir dans ça, quels secteurs ont eu le plus de demandes? Au Québec, on voit 3 choses. Donc, les 3 groupes qui ont été le plus desservis par les fondations communautaires québécoises sont les enfants et les jeunes, les personnes à faible revenu ou vivant dans la pauvreté et les personnes vivant avec un handicap. Donc, ça, c'était les 3 groupes qui ont déposé le plus de demandes et qui ont eu le plus d'argent dans le contexte du premier round de ce programme-là. On voit une légère différence dans le Canada. Donc, au Canada, encore une fois,
Le groupe le plus souvent desservi était les enfants et la jeunesse. La deuxième était également les gens à faible revenu ou vivant dans la pauvreté. Et la troisième, et ça c'est une légère différence avec les statistiques au Québec, étaient les personnes âgées, les aînés. Mais on voit tout simplement un petit échange entre la troisième place et la quatrième place. Donc, au Québec, quatrième étaient les personnes âgées, les aînés, et au Canada, le quatrième était les personnes vivant avec un handicap. Donc, grosso modo, les statistiques sont assez en parallèle entre le Canada et le Québec. Et j'ajouterais tout simplement que, donc, on voit que c'était les trois catégories de gens qui ont été le plus desservis, qui cherchaient le plus souvent en urgence de l'argent et que le taux de succès a été, parce qu'on n'avait pas un montant illimité d'argent, autour de 50%. Donc, je vais vous laisser avec le message qu'il restait beaucoup de besoins qui a été laissé sur la table, comme on dirait en anglais. Merci, Sarah. Écoutez, c'est une mise en contexte, une mise en bouche extrêmement importante puisque ce que je vais vous partager à l'instant et ce que mes collègues Marc-André et Louise vont compléter dans quelques instants vont vous donner un aperçu de l'importance de la période qu'on vit. On le sait tous, la COVID frappe partout, elle frappe fort et elle frappe particulièrement dans le milieu de l'entraide. Juste avant de plonger à proprement parler, je vais revenir rapidement à la mission de la Fondation Québec Philanthrope, bien sûr, qui est directement branchée sur la mission des fondations communautaires. Donc, en gros, souvent, je le dis de cette manière, qu'est-ce que sont les fondations communautaires? Elles sont des entités qui sont là pour répondre aux besoins des communautés qu'elles représentent, soutenir les besoins prioritaires des communautés, et ça de toutes les manières possibles. Et souvent, très, très rapidement, quand je présente en résumé ce qu'est la Fondation Québec Philanthrope. Je me réfère plus particulièrement, par exemple, à la fin de l'année 2019, la fin de notre année financière. Je prends mes deux mains et je prends la première pour signifier qu'à 50%, ce que fait la Fondation Québec Philanthrope dans son quotidien, elle gère près de 850 fonds philanthropiques ou fondations privées, ce qui correspond à un actif de près de 100 millions, ce qui nous permet de générer le premier 50%, plus de 3,5 millions versés en aide financière, selon les volontés des créateurs de fonds, des individus, des familles, des corporations, des organismes, donc à près de 5 à 600 organismes. Donc, plus de 3,5 millions en 2019 versés à près de 5 à 600 organismes. Entre deux, je mets un gros plus pour joindre l'autre 50% de ce que fait la Fondation Québec Philanthrope, comme la majorité des fondations communautaires. Donc, puisqu'on est une grosse fondation communautaire, nous, ce 50%-là, on peut de mieux en mieux y répondre. Qu'est-ce que c'est? C'est de développer, de soutenir des initiatives stratégiques qui sont déployées en étroit partenariat avec différentes parties prenantes de notre communauté. Donc, concrètement, à quoi ça a ressemblé en 2019, fin 2019, la Fondation aura versé aussi plus de 3,5 millions à différents secteurs d'activité grâce à des programmes ressemblant notamment, ça c'est en 2020, bien sûr, ce dont Sarah vient de parler, mais à des programmes gouvernementaux, fédéraux, provinciaux, municipaux, des partenariats avec de grandes fondations à travers le Canada ou des corporations. Donc, la Fondation Québec Philanthrope aura versé en 2019 plus de 7 millions à 5 à 600 organismes de charité. Alors, aujourd'hui, concrètement, de quoi on veut parler à la Fondation Québec Philanthrope en lien avec la pandémie? Alors, juste avant, je changerai de diapositive, s'il vous plaît, pour tout le monde. Encore, on va un petit peu plus loin, s'il vous plaît. La suivante. Merci. Alors, siégeant au conseil d'administration d'Imagine Canada, je ne peux pas faire autrement que de commencer cette présentation sans vous parler de statistiques qui m'ont profondément bouleversée le premier jour où je me suis assise sur la chaise d'administratrice à la fin de l'été passé. Et lors de ce conseil d'administration, on partageait des données qui ont été partagées quelques jours après de manière publique. Donc, on sait qu'au Canada, notre secteur, le secteur caritatif,
engage plus de 170 000 organismes de bienfaisance et abus non lucratifs à travers le Canada, dont 85 000 organismes qui ont leur numéro d'enregistrement à l'Agence du revenu du Canada. Et ceci représente 8,1 % du produit intérieur brut. Ça, on le sait tout le monde. Et notre secteur emploi, donc, paie 2,4 millions de Canadiens qui travaillent dans le milieu caritatif, dont 70 % sont des femmes. C'est quand même intéressant, ça nous positionne un peu, on se dit, bon, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Et à titre comparatif, souvent, quand on présente notre secteur, on va simplement souligner qu'il est économiquement plus important que les secteurs de l'agriculture, des pêcheries ou du secteur minier. Donc, notre secteur est important, non seulement par sa mission, par le fait qu'il va aider, il va soutenir les failles, les nombreuses failles que le système social ne peut soutenir, mais il est aussi structuré. Alors, quand on pense à ce secteur, moi, ce qui m'a bouleversée lors de ce premier conseil d'administration à la fin du mois d'août, c'est qu'on a annoncé, on va aller à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, on annonçait déjà à la fin de l'été que d'ici le 31 décembre, donc dans quelques semaines, un organisme sur 5 au Canada mettrait probablement la clé dans la porte, qu'environ 194 000 employés perdraient leur emploi et que les pertes de revenus générées par le milieu caritatif s'élèveraient à 15,6 milliards de dollars. Sincèrement, quand j'ai pris état de cela lors de ce premier conseil d'administration, j'étais vraiment assez bouleversée. Et à Fondation communautaire du Canada, au conseil d'administration sur lequel je siège également, déjà au mois de mars-avril, dans diverses conversations pan-canadiennes, on annonçait que le choc serait terrible pour le milieu de la charité. Alors, évidemment, prenant état de cela, nous, à la Fondation Québec Philanthrope, au mois de mars, à la mi-mars, nous avons décidé, Sarah en a parlé, donc je reviens à cet endroit, de poser des actions. Tout à l'heure, Daniel disait, on a vu passer plusieurs fonds d'urgence. Alors, nous avons tendu la main, nous, à la Fondation, en premier lieu, à la première main, la main gauche, pour les différents créateurs de fonds de la Fondation qui ont été très généreux, qui ont consolidé par des dons un fonds d'urgence dont Marc-André va parler tout à l'heure. Et en déployant ce fonds d'urgence, nous avons reçu de très nombreuses demandes. Et c'est à partir des demandes reçues qu'on va vous partager des chiffres concrètement du portrait de l'effet de la pandémie sur le secteur caritatif, principalement dans la région de la Capitale-Nationale, la Chaudière-Appalaches et ses environs. De même, nous avons participé, tout à l'heure on voyait, au fonds d'urgence communautaire, à l'aide communautaire déployée par le gouvernement fédéral et nous avons déployé un peu plus de 3,3 millions qui ont été versés à plusieurs organismes sur notre territoire. Ceci nous a également permis de colliger de nombreuses informations et d'avoir un portrait plus précis de ce à quoi pouvait ressembler l'impact de la pandémie du mois de mars jusqu'à peut-être tout récemment à la fin du mois d'octobre. Donc, grossièrement, et tout à l'heure, vous allez voir, mon collègue Marc-André est vraiment formidable. Il va vous présenter beaucoup plus en détail l'état de nos constats, mais grossièrement, ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que nous avons pu prendre le pouls suivant à partir des demandes reçues, à l'effet que 60 % des organismes qui ont déposé des demandes, vous allez voir, il y en a plusieurs, ont mentionné être à risque élevé de ne pouvoir maintenir leurs activités pendant la pandémie. Donc, on voyait avec Imagine Canada un organisme sur 5 qui mettrait la clé dans la porte. Alors, les organismes chez nous, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et ses environs, nous souvent, ces environs aussi, ça peut être l'Est du Québec, notamment pour notre propre fonds d'urgence, 60 % des organismes qui nous disent être à risque élevé de ne pouvoir maintenir leurs activités. De ces organismes-là qui ont déposé une demande, 82 % ont évalué la gravité des conséquences subies par la clientèle à un niveau très élevé. Ce qui veut dire que non seulement ils considèrent qu'ils sont à risque élevé de ne pas pouvoir poursuivre leurs activités, mais à 82 % disaient on ne pourra plus aider notre clientèle. Écoutez, c'est vraiment fracassant là, comme données. Et en gros, nous, ce qu'on a pu palper comme données à partir des demandes reçues, c'est que 50 % des organismes ont
ont annulé leurs activités bénéfices. 33% ont été convertis, comme le disait Daniel, c'est arrivé heureusement plus souvent que moins. Les inscriptions ont été transformées en dons et 1% ont été modifiées selon les règles sanitaires. Donc, écoutez, je pense que ceci met la table pour Marc-André, qui maintenant va vous présenter plus en détail les résultats de ce portrait. Et ceci va, je pense, je l'espère, donner place à un échange vraiment passionné dans quelques instants. Alors, Marc-André, à toi la parole. Merci beaucoup, Karen. Pardon, merci à tous les interlocuteurs. C'était, ma foi, très, très intéressant. Alors, je suis dans les pas de Karen. Essentiellement, les données que vous allez voir à l'instant sont tirées des demandes d'aide financière, des 196 demandes d'aide financière, en fait, qu'on a reçues dans notre fonds d'urgence, le fonds d'urgence le Fonds philanthropique d'urgence COVID-19, celui initié par la Fondation Québec Philanthrope au début de la pandémie, donc à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril. On a reçu des demandes, là, je dirais, jusqu'à la fin de l'été, au début de l'automne, donc 196 là, questions formulaires cumulés, avec certaines questions qui nous ont permis de faire une analyse puis de tirer là, des constats sur l'impact de la pandémie sur les organismes. Avant toute chose, je salue d'abord le travail de mes collègues dans le secteur de l'aide financière à la Fondation qui sont à la base des résultats que vous verrez aujourd'hui. Donc, merci à vous, un excellent travail. Des simples détails méthodologiques. Donc, simplement vous mentionner que l'analyse qui a été faite, en fait, c'est une analyse de codification. Donc, on a pris des réponses, pour les réponses ouvertes essentiellement, c'est un travail de codification. Donc, c'est comme si vous preniez des surligneurs de couleurs pour établir des codes et puis après, on fait un dénombrement là, avec des catégories qu'on a créées en fonction de l'analyse. Donc, c'est important de retenir juste que les pourcentages que vous allez voir dans les prochaines diapositives ne sont pas nécessairement des pourcentages de répondants, mais plutôt des pourcentages d'énoncés, c'est-à-dire, par exemple, 22% de tels énoncés rentrent dans la catégorie, dans une des 4 grandes catégories ici. Donc, ce ne sont pas des pourcentages de répondants, je tiens à le préciser là, pour votre interprétation. Donc, c'est plutôt sur le bassin des énoncés qui ont été codés. La diapositive que vous voyez présentement, essentiellement, c'est la première approche. Donc, c'est les grandes catégories qui ont pu être créées à partir du travail de codification. C'est important de comprendre aussi, ce n'était pas des choix de réponse. Donc, ce que vous voyez devant vous, c'est vraiment des catégories qui ont été extraites et construites à partir des énoncés des organismes là, dans les formulaires de demande d'aide financière. Donc, ce qu'on voit à l'écran, la plus grande portion de la tarte, là le pourcentage n'apparaît pas parce que le texte était trop long, mais essentiellement, c'est 41%. Donc, la portion rose-rouge, c'est 41% des énoncés qui concernaient de la modification ou de l'annulation des services pour les organismes qui ont placé des demandes à la Fondation Québec Philanthrope. Je le répète juste pour que ce soit clair. Ensuite, en turquoise, c'est 22% des énoncés codés là, qui concernaient des pertes financières pour les organisations. 19% concernaient vraiment des impacts sur le fonctionnement interne des organisations, donc plutôt au niveau des opérations et de la gestion interne des organisations. Et finalement, 18% des énoncés codés là, qui avaient trait à des difficultés de soutien aux bénéficiaires. Donc, c'est le grand portrait qu'on peut extraire là, des demandes qui ont été placées chez nous là, pendant tout l'été. À partir de ça, la prochaine diapositive, on vous fait juste disons qu'on a répertorié les exemples les plus patents, si on pourrait dire, dans chacune des catégories pour que vous ayez une idée de ce que ça peut vouloir dire. Donc, au niveau des pertes financières, évidemment, les grandes pistes, là, c'était au niveau des frais d'inscription de programme ou, disons, simplifions pour les services payants des organismes ou, par exemple, de l'achat de billets pour, par exemple, une organisation en culture qui, bien sûr, se finance à partir de billets. Tout ce qui est services payants pour les organisations, nécessairement, ben là, il y a eu des pertes financières monumentales du fait que les services en question ne pouvaient plus ou devaient se donner de manière différente. Et également beaucoup de retraits de partenaires financiers ou, comme Karen l'a mentionné, l'annulation, par exemple, d'activités bénéfices. Donc, on comprend bien que ce sont des exemples de la grande catégorie des pertes financières que les organisations ont encourues à cause de la pandémie. Au niveau de la modification ou de l'annulation des services, quelque chose qui est revenu beaucoup, c'est au niveau du soutien scolaire. Donc, on comprend très bien qu'il y a une multitude d'organisations qui travaillent dans
ce qu'on pourrait appeler le parascolaire ou le soutien scolaire. Et évidemment, c'est un milieu qui, du fait que le présentiel a été carrément là, nous est glissé sous le pied, mais évidemment, il y a plusieurs organisations en soutien scolaire qui ont dû vraiment là, essuyer des pertes ou des modifications importantes dans la manière d'opérer ou de rendre leur service. Le deuxième point est à la fois, c'est un impact, mais qu'on peut interpréter de manière positive, c'est-à-dire la digitalisation des services. Donc, ça, c'est vraiment une tendance forte là, dans ce qui est arrivé, puis du moins dans le portrait qu'on peut tirer des demandes qu'on a reçues. Il y a une multitude d'organisations qui nous ont fait mention que les projets qu'ils déposaient essentiellement étaient pour opérer un virage vers le numérique, vers l'Internet, vers les services à distance. Donc, ça, c'est une tendance très, très forte. Bon, évidemment, pour les organisations, ça a été du sport, comme pour tout le monde. Je pense qu'on est tous au courant de ça, même dans nos organisations ici présentes. Mais évidemment, c'est un impact qu'on peut prévoir qui va être aussi positif dans l'avenir, c'est-à-dire que tout le monde aura déjà des structures opérationnelles pour l'avenir quand ce type d'événement-là reviendra. On l'espère pas, mais toujours est-il que les structures seront déjà opérationnelles et ça pourrait être un impact positif au moins de ce portrait-là. Au niveau du fonctionnement interne, on a remarqué donc dans les énoncés des augmentations de coûts d'opération, notamment parce que tout le monde a dû se procurer une multitude de matériel pour continuer de donner des services en présentiel. Donc, toute la charge financière qui était liée au fait d'avoir du nouveau matériel pour respecter les consignes sanitaires. Donc, ça, c'est quelque chose qui a amené une charge financière, si on pourrait dire, sur les organisations. Augmentation des heures travaillées. Si on couple ça au résultat qui suit, donc le licenciement d'une partie du personnel, on comprend bien que le peu de personnel qui pouvait rester en poste grâce au budget demeurant, évidemment, on peut comprendre que ça a amené une charge de travail plus grande sur ces personnes-là. Et finalement, les difficultés de soutien aux bénéficiaires. Donc, c'est encore là, c'est un portrait très clair, là. Beaucoup de défis de communication avec les bénéficiaires parce que le présentiel était mis à mal. Évidemment, il y a toute une portion de la clientèle qui a besoin donc d'une communication continuelle pour se maintenir dans une situation de vie qui est adéquate. Donc, des défis de communication importants et qui ont mené bien sûr à l'accentuation de l'anxiété puis de l'isolement chez plusieurs bénéficiaires. Voilà. Alors ici, puis là, c'est vraiment intéressant, suite à la présentation de Sarah des résultats du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire, je pense qu'on peut créer certains liens, c'est-à-dire que ce que vous avez devant vous, c'est les clientèles desservies par les organismes qui ont placé des demandes dans le Fonds philanthropique d'urgence COVID-19 de la Fondation. Donc, si on se concentre là, sur les quelques 3 ou 4 premières grandes rubriques, donc, personnes en difficulté, ce à quoi ça renvoie, c'est beaucoup au milieu en fait, au secteur de l'isolement social et de la pauvreté. Donc, j'ai quelques exemples ici, là, des milieux défavorisés, la perte d'autonomie, des personnes démunies, des personnes à faible revenu, des enfants de milieux vulnérables, des personnes isolées, des personnes en itinérance ou en situation de dépendance. Donc, la première catégorie renvoie vers ça. Ensuite, on a les familles, tous les organismes qui apportent du support aux familles ou à différentes personnes de statut maritaux, par exemple, du support aux femmes monoparentales. Je donne un exemple comme ça. Donc, support aux familles. Personnes en situation de handicap, je crois que ça fait écho beaucoup à ce que je crois que Sarah avait mentionné ça aussi dans les résultats du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire. Ça avait été assez fort aussi au niveau des populations desservies. Et ensuite, le milieu scolaire là, à 7,8 %, santé mentale à 6,5 %. Après ça, bien sûr, là, on décline là, avec des plus petites proportions sur différentes clientèles, mais je pense que c'est intéressant de voir que c'est comme si la ligne était assez claire, tant au niveau national, provincial que régional, il y avait quand même des tendances qui semblaient être assez partagées un peu partout. La suite. Ça, c'est un peu un autre éclairage. En fait, c'est la même analyse que la dernière diapositive, mais au niveau des groupes d'âge. Donc, pour notre fonds à nous, donc, on comprend là, que 27 % avaient attrait là, aux enfants, 24 % aux adolescents, puis ensuite, on tombait aux aînés à 21 %. Donc déjà là en termes de groupe d'âge, on couvre 70 % de la population. Là, donc, beaucoup axé au niveau de la jeunesse et au niveau des aînés. Là, c'était beaucoup les axes de soutien. Alors, ça, c'est le détail des statistiques que Karen vous présentait. Donc, en fait, ce qu'on a demandé aux organismes, c'est d'évaluer sur une échelle de 0 à 10 le risque que les services des organisations puissent pas se maintenir là, pendant ou au terme de la pandémie. Et le détail de ça, c'est que 59 % des organismes se sont rangés entre 7 et 10 sur une échelle d'évaluation. Donc,
évidemment, on comprend que c'est assez élevé. Et la diapositive suivante, ce qu'elle nous dit, c'est un peu la même logique, mais cette fois-ci, la question était sur une échelle de 0 à 10, évaluer les dangers essentiellement pour votre clientèle, les impacts sur votre clientèle de la pandémie. Et à ce moment-ci, il y a 81% des organismes qui se sont rangés dans ce même 7 à 10-là sur une échelle de 0 à 10. Ce qui veut dire que l'évaluation était assez forte des dangers de la pandémie sur la clientèle dans ce cas-ci. Je vais passer à la prochaine aussi, Marie, celle-là, je ne la présenterai pas. Et voilà. Donc, c'est simplement, dans ce cas-ci, on tombe sur le fonds d'urgence pour l'appui communautaire, mais les données qui nous concernent, nous précisément, à la Fondation Québec Philanthrope, on s'est permis d'aller voir quelles étaient les clientèles desservies par les organismes qui ont déposé à la Fondation Québec Philanthrope dans ce cas-ci. Donc, c'est l'échelle régionale à ce moment-ci. Et le portrait est vraiment assez clair. Donc, c'est 36% là, à la Fondation Québec Philanthrope, 36% des organismes, des clientèles desservies qui étaient les enfants et les jeunes. Et en deuxième lieu, donc, les personnes en difficulté dont on parlait tantôt, là, beaucoup associées à l'isolement social, lutte à la pauvreté. Donc, c'est les deux grands pans là, de clientèle qui étaient desservis pour les organismes qui ont déposé à la Fondation Québec Philanthrope. Après ça, vraiment, là, ça se partage là, de manière très précise en différents sous-groupes. Mais ça, c'est vraiment assez clair là, que c'est les deux grandes catégories qui ont été les plus marquantes. Alors, ça conclut pour moi. On peut passer maintenant à Mme Louise Grégoire. Juste avant de laisser la parole à Louise, j'aimerais simplement souligner que ce dont Marc-André vient de faire état, d'avoir des données probantes, c'est directement associé au programme Signes Vitaux, dont va vous parler Mme Grégoire à l'instant, qui est un phare pour les fondations communautaires de manière générale et pour la Fondation Québec Philanthrope. Vas-y, ma chère Louise. Donc, on peut changer de diapositive. Merci, Karen. Alors, bonjour à toutes et à tous. Il me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et surtout pour vous parler de mon programme, programme des signes vitaux qui me tient vraiment à cœur. Alors, je vais vous en dire un peu plus sur ce que c'est le programme spécifiquement des signes vitaux. Donc, à titre de présidente du comité des signes vitaux de la Fondation Québec Philanthrope, les résultats présentés m'interpellent et surtout interpellent l'action de notre fondation et de ceux qui souhaitent soutenir non pas juste les besoins actuels, mais les besoins futurs. Par ailleurs, ces résultats indiquent également que la Fondation demeure très active pour sonder et connaître les besoins de sa communauté, peu importe le contexte vécu. Et Dieu sait qu'on a vécu un dernièrement qui nous a beaucoup interpellés. Et pour cause, la Fondation Québec Philanthrope est une fondation communautaire avec pour mission, dont la mission Karen vous faisait état précédemment. Il est donc dans notre ADN de se tourner continuellement vers la communauté, notamment à l'aide du programme des signes vitaux que vous apprenez probablement tous et toutes à connaître de plus en plus. En effet, le programme des signes vitaux est piloté, comme on l'a dit précédemment, par les fondations communautaires du Canada. Et il encourage toutes les fondations communautaires à être en dialogue continuel avec leur communauté pour être bien au fait des besoins actuels. On utilise différentes méthodologies pour ce faire, soit des sondages, des suivis d'indicateurs statistiques, des recherches documentaires, mais surtout des échanges vitaux, notamment par la consultation des représentants de la communauté sur différentes thématiques. Au terme de ces exercices, les fondations publient des rapports, certes, mais ce qui est au cœur de la démarche, c'est vraiment le dialogue, la connaissance des besoins et les initiatives de soutien qui peuvent ainsi naître de sa démarche. J'insisterai jamais assez sur le fait de dire que des rapports, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Donc, petit récapitulatif, la Fondation Québec Philanthrope a fait sa première démarche Signes Vitaux qui s'est conclue dans une publication d'un rapport qui a été déposé en novembre 2019 lors de la Journée nationale de la philanthropie. Pour arriver à ce résultat-là, la Fondation a mené un sondage populationnel, a fait de multiples recherches documentaires et statistiques, mais surtout,
elle a interpellé près de 500 parties prenantes à venir aborder leurs besoins pour chacun de leurs secteurs d'activité et de leur territoire. Ce sont des échanges vitaux qui ont permis d'une part de dresser des constats, mais qui ont également permis de jeter des ponts avec de multiples organisations partenaires. Ces nouveaux ponts permettent de penser ensemble à des solutions concrètes pour soutenir les besoins. Et je ne voudrais pas passer sous silence le travail extraordinaire de l'équipe qui a soutenu toute cette démarche et qui a été pilotée par Marc-André. Alors, c'est un plaisir de travailler avec toute cette équipe-là. Je voulais le souligner. Ceci dit, l'année 2020 nous a indiqué que les besoins allaient être radicalement modifiés. Nous l'avons bien sûr constaté par des résultats présentés il y a quelques instants. Comme toute la société actuellement, la Fondation s'adapte donc au contexte depuis le printemps et continue de chercher à soutenir les nouveaux besoins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toujours dans la thématique des signes vitaux, la Fondation Québec Philanthrope profite de la Journée nationale de la philanthropie pour lancer une toute nouvelle enquête destinée aux organismes des secteurs caritatifs et à but non lucratif pour continuer de documenter les impacts de la COVID, d'une part, mais aussi documenter les besoins futurs des organisations pour prévoir les actions possibles. Alors, je céderai temporairement la parole à Marc-André pour vous parler davantage du sondage et la façon de le compléter. Merci, Louise. En fait, ça sera très rapide. On se garde encore un petit peu de secret à la Fondation concernant ce sondage. Il sera lancé officiellement. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que ça va aboutir, bien sûr, à vous. Il y aura un lancement officiel qui sera fait, bien sûr, par communiqué probablement dès demain. Donc, vous aurez bien sûr accès à ce sondage-là dès demain. Sur le site web de la Fondation également, ce sera disponible très certainement en page d'accueil via un bandeau. Les organismes dont vous êtes OBNL comme OBE, vous êtes tous et toutes invités à compléter ce sondage-là. Donc, on va creuser un petit peu plus loin que ce qu'on a vu dans les dernières minutes avec les formulaires d'aide financière. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un sondage en bonne et due forme pour vous sonder sur les impacts que vous avez connus déjà, bien sûr, de la pandémie, mais aussi pour que vous vous projetiez dans l'avenir puis que vous nous témoigniez de ce que vous anticipez que seront vos besoins dans le moyen, court, long terme aussi. Donc, je pense qu'on est dans la même logique ici que ce que nos collègues de BNP ont présenté précédemment. On veut un peu se projeter dans l'avenir puis aller voir, ben, ça va être quoi nos solutions dans le moyen et long terme également. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va arriver dans vos boîtes de réception prochainement. Puis la Fondation va s'assurer, bien sûr, de revenir vers vous là, dans les prochaines semaines pour qu'on réussisse là, à avoir des données intéressantes puis qu'on s'en reparle au printemps prochain ou à l'hiver prochain. Merci Marc-André. Alors, on vient de vous parler du sondage, mais en plus de ce sondage-là, la Fondation Québec Philanthrope ira très prochainement mener qu'on appelle 5 échanges vitaux dans 5 collectivités qui avaient été récipiendaires d'une aide financière dans le cadre du défi communautaire Objectif Avenir RBC, programme qui visait à supporter des projets menés, ce qui est intéressant, c'était par des jeunes, pour répondre à un besoin pressant dans leur collectivité. Donc, 5 consultations seront menées d'abord dans Portneuf, Wendake, Lotbinière, Beauce ainsi qu'à Lévis. Ce sera l'occasion, évidemment, d'entendre ces collectivités sur leurs besoins et sur leurs impacts de la pandémie chez eux, il va sans dire. Finalement, nous vous invitons tous et toutes à demeurer à l'affût des actualités de la Fondation, puisque d'autres initiatives de dialogue avec la communauté seront déployées en 2021, toujours dans le cadre de notre programme des signes vitaux. Tout ceci, toujours en collaboration avec les parties prenantes du territoire, nous permettra de mieux connaître les besoins dans le contexte actuel, mais aussi d'anticiper les initiatives de soutien. Alors, merci à toutes et à toutes de votre participation et n'hésitez jamais à venir vers nous pour dialoguer et initier des échanges. Merci, Madame Grégoire. C'était très intéressant, mais surtout très
très inspirant, en fait. J'aurais envie de vous proposer, en fait, d'adresser vos questions dans la boîte de chat. J'irai les cueillir, les lire à nos interlocuteurs, mais dans un premier temps, j'aurais le goût d'adresser une parole, en fait, une question à mon collègue Daniel Lantaigne ou Christian Bolduc, mais je crois que Christian a dû nous quitter, mais dans le contexte actuel, comment on peut garder un message positif, tant comme organisme que comme gens qui aidons les organismes? Comment on peut ne pas justement être défaitiste parce qu'on va de réalité en réalité, de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle? Alors, comment on peut garder un message d'espoir, quelque chose de stimulant, de dynamisant, évidemment pour nos différents donateurs, nos bénévoles et nos différents intervenants? Daniel? Puis Christian de retour, et c'est un homme beaucoup plus positif que moi. Alors, Oui. je vais lui laisser la réponse. Merci, parce que je ne le vois pas dans mon... Voilà. Alors, de mon côté, je vous dirais que moi, je vois ça tout à fait. Je pense que les organismes doivent focuser sur leur mission et poursuivre leur mission. C'est ça qui est le plus important parce que quelque part, les organisations ont été mises en place pour servir une communauté, jouer un rôle dans leur communauté. Et si l'organisme demeure pertinent, si l'organisme demeure présent, si l'organisme continue d'aider finalement ceux et celles pour lesquels finalement il a été mis en place, bien, je pense que les donateurs vont faire un effort pour maintenir en place finalement ces organismes-là, les continuer de les soutenir parce qu'ils demeurent pertinents, ils demeurent urgents de pouvoir continuer à desservir leur communauté, quoi qu'il arrive et quelle que soit évidemment l'ampleur de la crise qu'on peut vivre. Je pense au contraire que ceux et celles justement qui ont démissionné au printemps dernier, chez BNP, on a constamment dit aux gens, demeurez en place, demeurez dynamique, continuez de solliciter éventuellement vos donateurs, ne lâchez pas. Et ceux et celles qui ont poursuivi sont ceux et celles qui vont le mieux s'en sortir. Moi, c'est définitivement le message que je peux vous transmettre. Gardez le cap et vous allez voir, on va tous s'en sortir encore mieux ensemble. Merci, Christian. La prochaine question s'adresse aussi à toi, si tu le permets. Alors, elle est posée par Madame Thérèse Baribeau. Alors, quels sont les secteurs et les entreprises qui ont suspendu ou réduit leur contribution? Bien évidemment, il y a oui, alors merci Esther. Donc, évidemment, il y a des secteurs en particulier qui ont diminué ou carrément gelé leur contribution philanthropique. Et vous ne serez pas surpris, évidemment, de penser que ça peut être des entreprises qui sont dans le secteur de l'hôtellerie, dans le secteur touristique, la plupart des entreprises qui ont vraiment eu un impact sont ceux et celles qui ont été touchés le plus par le virus, la pandémie, qui ont dû suspendre ou limiter de façon importante leurs activités. La restauration, évidemment, aussi a été un secteur important qui a été touché par la pandémie. D'autres, cependant, s'en sont très bien sortis. Donc, tout le secteur de la construction, l'ingénierie, l'architecture s'en sortent très bien. Les carnets de commandes sont pleins, débordent. Évidemment, donc, les communautés religieuses ont été, pour la plupart, ont maintenu leur engagement, ont même augmenté dans certains cas. Les fondations privées, plusieurs ont fait un effort supplémentaire pour compenser la baisse qu'on pouvait sentir pour certaines entreprises du secteur privé. Et chez les individus, encore là, on pense que les individus ont été touchés de façon immense. C'est pas le cas nécessairement. Au contraire, la plupart des individus, puis regardez autour de vous, ont conservé leurs revenus. Donc, 94% des gens ont maintenu leur emploi. Il y a seulement 6% des gens jusqu'à date qui n'ont pas repris leur emploi. Donc, c'est quand même, donc la plupart des individus
sont toujours en mesure de pouvoir contribuer. Et c'est ce qu'on peut constater sur le terrain, c'est que lorsqu'on pose la question à différentes fondations, est-ce que vous avez maintenu vos programmes de sollicitation individuelle? Et ceux qui me répondent oui me disent, on n'a pas vu d'impact significatif, au contraire, des contributions obtenues. Donc, il faut demeurer dynamique, il faut demeurer sur le terrain. Et ceux et celles qui demeurent vont s'en sortir et vont être les mieux positionnés pour s'en sortir. On peut dire aussi qu'il ne faut pas que les gens cessent de nous parler de leurs bons coups, hein, de ce qu'ils ont fait de bon pendant la pandémie. C'est encourageant, c'est dynamisant, ça vous fait rayonner. C'est drôlement important de le faire valoir. Il y a ici Mme Julie Fortin qui pose la question suivante. Après le choc du printemps, on voit une réalité encourageante cet automne. Entrevoyez-vous un retour à la normale éventuellement ou au contraire, voyez-vous des changements qui pourraient être pérennes? Alors, la question s'adresse à vous tous, panélistes, si quelqu'un souhaite prendre la parole. Je me permettrai peut-être de souligner que le défi des organismes n'est pas seulement financier, il est très certainement financier, mais il est aussi associé au fait que les bénévoles, très souvent, sont des personnes plus âgées et, étant donné la pandémie, ne peuvent plus soutenir les activités des organismes. Donc, c'est un double enjeu. Le retour à la réalité pour les organismes, peut-être, on pourra en parler plus tard, quand on pourra maintenir les activités de manière régulière. Donc, c'est une mise en contexte que je souhaitais faire parce que ça risque de prendre un certain temps, définitivement. J'adresserai une autre question, en fait, parce qu'elle nous a été posée régulièrement et comme dans notre public d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont issus d'organismes. Est-ce que vous avez toute part, donc, et Québec Philanthrope et BNP Performance Philanthropique, est-ce que vous avez une opinion quant à la sollicitation via le web, via les nouvelles technologies? Alors, on a toujours dit qu'il fallait solliciter en personne, mais qu'en est-il de la sollicitation via les différentes plateformes web? Alors, les gens de BNP, je pense que vous êtes bien placés peut-être pour répondre. Alors là-dessus, bien, je vous dirais on a senti évidemment ces derniers mois qu'on devait s'adapter sur le plan technologique et évidemment, donc Karen a bien ouvert la porte là-dessus. Non seulement il faut s'adapter avec nos bénévoles, mais pour plusieurs organismes, il faut aussi procéder à un virage technologique. Et pour plusieurs, évidemment, il a fallu procéder rapidement, en quelques semaines, quelques jours, quelques mois. Et le virage est probablement pas complété pour tout le monde. Et pour les donateurs, bien, je vous dirais que oui, effectivement, on va, je pense, avoir des effets durables résultant de cette crise, de cette pandémie, où à ce moment-là, on va voir davantage de donateurs contribuer donc sur les plateformes de contribution, donc en ligne, répondre positivement à des opérations de public courriel. Donc, les gens se sont davantage habitués à ce type de contribution-là, alors qu'il y a même pas un an, il y avait quand même une frange encore importante de donateurs qui étaient réfractaires à donner en ligne. Alors, je pense que la crise va avoir permis donc de convaincre un plus grand nombre de donateurs de donner en ligne. Maintenant, c'est sûr que ça n'empêche pas les organismes de continuer à effectuer des opérations de publipostage, des opérations de télémarketing, parce qu'il y a encore une frange importante de la population qui répond toujours positivement à ce type de sollicitation. Merci, Christian. Alors, écoutez, nous sommes maintenant sur nos dernières minutes. Je vous rassure tout de suite en vous disant qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont interpellés à savoir si vous alliez recevoir, la présentation PowerPoint d'aujourd'hui. Alors, bien entendu, elle sera transmise aux participants, de même que les informations que Sarah nous a transmises, donc quant aux statistiques dont elle nous a parlé, nous pourrons aussi vous transmettre ces informations. Alors, sur une note positive, vous me permettrez de conclure en vous disant que
Vous savez, c'est ce que je donnais comme message vendredi dernier à mes collègues en leur disant que nous aussi, on a perdu nos repères. Vous savez, le 13 mars dernier, nous aussi, le tapis s'est dérobé sous nos pieds et avec tout ce qu'on a pu amasser de notre expérience, de notre expertise comme humain, comme professionnel, il y a un réflexe qui demeure et demeurera toujours le même, c'est celui de se mobiliser, de s'unir. Ce qu'on fait aujourd'hui avec la Fondation Québec Philanthrope, d'unir nos forces, d'unir nos connaissances, d'unir nos réseaux afin de passer au travers de cette drôle de période qui assurément marquera l'histoire de la philanthropie, mais aussi notre histoire collective. Alors, c'est vraiment un message de mobilisation qu'on souhaite vous transmettre et de ne pas hésiter les uns les autres, autant directeurs, gestionnaires d'organismes bénévoles, d'unir vos forces, de vous mobiliser pour faire face à tout ça et entrevoir cette évolution avec enthousiasme, optimisme et dynamisme. Ceci dit, même s'il y a des jours où c'est un peu plus difficile, prenez soin les uns des autres et restez évidemment à l'écoute des prochaines annonces dans les prochains jours. Nous serons toujours présents pour chacune d'entre vous, tant à la Fondation Québec Philanthrope que chez BNP Performance Philanthropique. Bon après-midi à tous. Merci tout le monde. Bye bye.